Il est vrai que la motivation de Youssouf Fofana, c'était une motivation financière. Saddam a été financé par la CIA dès l'âge de 18 ans. On piégeait Saddam pour qu'il envahisse le Koweït. Parce qu'il lui avait donné un feu vert, hein, c'est voilà. ça. Madeleine Albright a dit Saddam, allez-y. On ne bougera pas. On ne bougera pas, allez-y. Tariq Aziz, oui, a été maltraité, évidemment, dans des conditions inhumaines, d'indignité évidente, bien sûr, tout à fait. Saddam a été très généreux. Bon, les partis politiques français n'ont pas à s'en plaindre. Nous sommes la bonne à tout faire des Américains aujourd'hui, bien évidemment. Et la peur numéro 1 de ces associations, c'était que Klaus Barbie ne vienne dire à la barre qui était venu lui apporter le nom de Jean Moulin. Voilà, je ne vois pas pourquoi ce malheureux André Rigaud viendrait se suicider, il n'y a aucune raison qu'il se suicide. C'est pas suffisant, l'avocat dans la garde à vue, c'est une foutaise générale, dans la mesure où l'avocat n'a pas accès au dossier. Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, comme tout lundi, mercredi, vendredi désormais, de 21h à minuit sur metatv.org. C'est la saison 3, donc un petit retard, voilà, on est désolé évidemment, ce sont les aléas et les inconvénients des embouteillages, ça arrive. Bonjour à la régie, bonjour à tous les métanautes connectés, et évidemment bonsoir à vous, bonsoir. Monsieur Maître Ludo. Bonsoir. Donc bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de gens évidemment se sont demandé, j'ai reçu beaucoup de questions, mais qui est Maître Ludo? Alors, pour vous présenter, vous avez quand même un grand CV, vous êtes avocat, vous avez défendu des clients très prestigieux dans des affaires qui ont fait énormément de tapage médiatique. On peut vraiment parler de tapage médiatique. Alors, on peut citer pêle-mêle évidemment certaines grandes affaires voilà, on va pouvoir vous questionner ce soir. Alors Saddam Hussein, évidemment, ça reste quand même assez incontournable. Mais vous étiez aussi l'avocat de la famille de Ali Rafah dans l'affaire de la boulangère de Reims, cette boulangère qui avait donc tiré un coup de fusil sur un jeune qui avait volé un croissant. Alors une affaire qui avait provoqué on va dire, un énorme bouleversement médiatique, politique, etc. En France, avec l'interrogation de la légitime défense, puis tout ce qui s'était greffé dessus, évidemment la récupération du Front National à l'époque, etc. Enfin, une affaire sur laquelle on pourra revenir. Et évidemment l'affaire, alors là, Fofana, là, on peut parler aussi de tremblement de terre médiatique en France, une affaire qui fait encore couler beaucoup d'encre jusqu'à aujourd'hui, qui est hautement emblématique, mais aussi vous avez été dans l'affaire Carlos, vous avez eu des liens sur cette affaire, l'affaire évidemment aussi, j'ai noté, du docteur Goebbler, donc le médecin de Mitterrand à l'époque, qui avait fait scandale en dévoilant le cancer du président et qui avait pourtant assuré la présidence pendant 14 ans, mais avec un cancer. Donc il y a eu mensonge quand même des autorités médicales sur l'état de santé réel du président. Et puis bon, c'est quelque chose aussi sur laquelle on pourra revenir. Une affaire hautement aussi emblématique de Elf Congo avec le président Lissouba, président du Congo, qui a été ensuite destitué par on pourrait dire un coup d'État, enfin une affaire assez sombre avec son rival Sassou Nguesso et puis les appuis du service Elf, mais vous pourrez revenir dessus. Alors pêle-mêle comme ça, il y a vraiment énormément. Aussi, vous aviez été invité à l'initiative des autorités syriennes à l'époque de l'affaire Hariri, donc une affaire sur laquelle on accusait le gouvernement syrien d'être impliqué. Voilà, encore une autre affaire sur laquelle on va revenir. Donc, que des affaires emblématiques. Comme je vous disais, vous avez alors, comme cette émission s'intitulait évidemment « Défendre l'indéfendable », puisque il y a des gens, à chaque fois, j'imagine qu'on va vous poser la question « Mais comment vous faites pour défendre telle ou telle personne ?» Sachant que, évidemment, ce sont des gens qui sont, on va dire, jetés en pâture à la vindicte populaire face à des actes qui sont jugés horribles. Bon, on pourrait prendre le cas de Fofana, c'est quelqu'un qui a jugé horrible. Alors vous, justement, je présente votre livre aussi, parce qu'il y a un peu tout dans le livre, c'est un bon résumé, je pense, de toutes ces affaires. Alors pour commencer par cette affaire Fofana, vous, déjà, comment vous abordez votre métier, vous prenez du recul. C'est-à-dire que vous dites, moi je ne suis pas juge, je ne me pose pas en juge, je ne suis pas là pour juger mon client en fait. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait.
Ça, c'est très important, ça. Ça devrait être comment dirais-je, le b.a.-ba de tout avocat. C'est-à-dire qu'on n'a pas à porter un jugement de valeur sur ce qu'est le client, ce qu'il a bien fait ou mal fait, lui donner une bonne ou une mauvaise note, ou lui faire une leçon de morale. Bien évidemment, s'il se retrouve dans le box des accusés, c'est parce qu'effectivement, il s'est passé quelque chose de grave dans sa vie, et que le mandat qu'il nous a donné, la confiance qu'il nous donne, c'est de l'aider au maximum et de faire en sorte que la sanction, si sanction il y a, soit la plus douce possible. À partir du moment où vous avez un doute, où vous pensez intimement qu'il mérite une sanction, que après tout, finalement, il ne l'a pas volé, il ne faut pas faire ce métier, ou il ne faut pas accepter de le défendre. C'est le cas emblématique de Youssouf Fofana, où j'ai entendu bon nombre d'avocats qui avaient accouru dans sa cellule pour proposer leur service, et qui viennent dire après devant les caméras de télévision pique-bande sur lui. J'ai trouvé que c'était absolument ignoble. Youssouf Fofana, il a des qualités, il a des défauts, comme tout un chacun. Ce qui lui est reproché, il a été jugé pour ça, il a été condamné lourdement pour ça, ce qui n'empêche que lorsque je vais le voir, et le revoir prochainement d'ailleurs, je n'ai pas l'intention de lui faire une leçon de morale. Voilà. D'ailleurs, sur cet aspect de l'affaire, vous réfutez on va dire le fait de l'antisémitisme. Vous dites finalement c'est plus pour l'argent, et c'est quelle était la motivation plutôt que l'antisémitisme. Il est vrai que la motivation de Youssouf Fofana, c'était une motivation financière. Voilà, comment gagner beaucoup d'argent, et à partir de là, il va construire une démarche qui repose sur des préjugés. C'est-à-dire, où est l'argent ? On m'a dit que les Juifs étaient riches, donc je vais aller chercher l'argent là où il est. Oui, mais si celui que je vais enlever n'est pas riche, oui, mais il est dit que chez les Juifs, il y a une solidarité. Donc il y aura de l'argent parce qu'il y aura une solidarité. C'est à partir de ces mécanismes-là qu'il a effectivement échafaudé le plan que l'on connaît. Donc ce sont les médias qui lui ont fabriqué un costume antisémite. Et il a considéré que finalement, il lui allait pas si mal et qu'il valait mieux cela que de passer pour quelqu'un qui, de manière crapuleuse, avait cherché de l'argent, quitte à tuer pour obtenir de l'argent. Qu'il valait mieux, finalement, avoir un costume d'antisémite plutôt qu'un costume de crapule. Donc il s'est trouvé que le costume qu'on lui avait offert, il l'a accepté parce qu'il peut-être lui allait pas si mal. Voilà, mais il ne l'a pas choisi. D'accord, oui, parce qu'il y a eu, on peut le dire, sur cette affaire, une récupération médiatico-politique je veux dire, quasiment sans précédent. Tout le monde s'est emparé, on a hurlé à l'antisémitisme, il y a eu des manifestations, il y a eu voilà, j'imagine que vous, dans la position du défendeur du Youssouf Fofana, vous deviez avoir des pressions, j'imagine, de toutes parts. Moi, je n'ai pas eu de pression puisque finalement, Youssouf Fofana m'a demandé d'assurer sa défense quelques jours avant l'audience, avec Isabelle Coutempère, qui était, comme vous le savez, l'épouse de Carlos. De Carlos, oui. Et j'ai pas ressenti une pression extraordinaire. Simplement, c'est que on m'a reproché d'être attiré par les crimes les plus horribles. Voilà, et que je ressentais une espèce de jouissance professionnelle à aller chercher l'horreur dans l'horreur. Bon, ce qui n'était pas le cas, ce qui est que y a quelqu'un dans le box qui vous appelle et vous répondez présent, et à partir du moment où vous répondez présent, vous ne faites pas dans la demi-mesure. Voilà, vous ne faites pas. Alors vous ne faites pas, voilà. Donc vous, c'est vrai que vous abordez vraiment ça avec pragmatisme, parce que évidemment, les gens, on imagine vous dire défendre un Youssouf Fofana qui est coupable, qui est bon. Mais comme vous dites dans le livre aussi, tout le monde a le droit à un avocat, tout le monde a le droit à une défense, même le pire des criminels. Absolument, tout le monde a le droit à une défense, même le pire des criminels, et c'est la raison pour laquelle ma présence était logiquement à ses côtés. D'accord. Donc Youssouf Fofana, d'ailleurs, on l'a condamné à la réclusion à perpétuité, hein, c'est ça le verdict. Tout à fait. Donc une affaire effectivement très, très emblématique. Alors il y a un autre client, évidemment, alors là, qui n'est pas commun du tout,
et qui nous interpelle beaucoup, c'est Saddam Hussein, évidemment, l'ancien, alors, moi j'aime pas trop le mot de dictateur, parce que je sais pas trop ce que ça veut dire, alors moi je dirais le président irakien, en tout cas qui a été arrêté suite à l'invasion de l'Irak en 2003, donc par les forces américaines, hein, qui a été traqué, même si je me rappelle bien, hein, il a été, on l'a récupéré, alors... La légende dit, enfin la légende, l'histoire officielle nous explique qu'il était à Tikrit, donc dans son fief, hein, caché dans, semble-t-il, un souterrain, voilà, et puis donc les forces américaines ensuite ont décidé de ne pas l'extrader vers la Cour pénale internationale, mais de faire un jugement sur place. Donc vous avez été appelé par une association d'avocats arabes, c'est ça? Moi, j'ai été appelé très rapidement, quelques jours après son arrestation, qui date de décembre 2003. Très rapidement, puisque Saddam Hussein avait déjà donné des instructions précises à ses proches du parti Baas et à sa fille, Ragad Hussein, voilà. avec un calendrier extrêmement précis. Ce qui fait que ma première visite au Caire, c'était pour constituer le groupe d'avocats et c'était pour voir de quelle manière on allait pouvoir d'abord rentrer en contact avec notre client, ce qui n'était pas une mince affaire, et ensuite après mettre en place une stratégie de défense qui commençait par ne pas reconnaître le tribunal qui avait été constitué par les Américains, parce que les Américains ont créé de toutes pièces un tribunal. Ils ont désigné des juges qui étaient à la solde de la CIA, chiites bien évidemment, qui avaient une revanche à prendre sur Saddam. Ils ont fabriqué un code pénal sur mesure et ils avaient déjà prévu la peine, c'est-à-dire que tout était déjà écrit, ce que nous refusions bien évidemment absolument. Hein, voilà. Donc les Américains ont tout fait pour saboter notre travail. Ils ont agi comme des barbares, ils se sont comportés comme des barbares, ils ont envahi l'Irak pour des questions mercantiles comme des Huns dans les premières années voilà, de notre civilisation. Ils ont fait main basse, ils voulaient faire main basse sur le pétrole, ils voulaient imposer un régime dit démocratique mais qui était à la botte des Américains. Ils ont vraiment été d'une nullité, comment dirais-je, assez affligeante. Et aujourd'hui, ce qu'on vit, notamment ce que le peuple irakien et le peuple syrien vit, ce sont les conséquences, les dégâts collatéraux du clan Bush. C'est ce que le clan Bush a mis en place. Aujourd'hui, si on n'avait pas touché à ce régime, je n'ai pas dit que c'était un modèle de démocratie, bien évidemment, il n'y aurait jamais eu ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que ce sont les Américains qui ont apporté au Moyen-Orient une nouvelle barbarie, c'est-à-dire qu'ils l'ont fabriquée. Ramsey Clark, qui était le ministre de la Justice de Bill Clinton, qui nous a rejoint, qui est quelqu'un de très bien, nous a rejoint, disait les Américains trouvent toujours la bonne solution après avoir essayé toutes les mauvaises. Voilà. C'est exactement ça. Ils ont voulu essayer voilà, une stratégie qui a germé dans la tête de bandits, hein, Bush, Colin Powell, toute cette clique, qui sont de bandits, auraient dû être d'ailleurs jugés par un tribunal pénal national comme crime de guerre. Ce sont des criminels. Et bien évidemment, les États-Unis sont en dehors de toute poursuite, comme l'on sait, puisqu'ils n'ont pas ratifié les traités qui permettent de les poursuivre devant un tribunal pénal international. Donc les Américains ont absolument tous les droits, et ils continuent d'avoir d'ailleurs tous les droits un peu partout sur la planète. Et donc dans cette affaire alors, de Saddam Hussein, alors vous êtes contacté voilà, par cette association d'avocats. Vous allez le rencontrer, Saddam Hussein, une fois, vous expliquez? Alors, ça s'est fait dans des conditions qui ne peuvent pas être bien évidemment expliquées, puisque c'est Ragad qui a affrété un avion privé avec des gardes du corps privés. Saddam était retenu dans des cellules qui avaient été fabriquées dans les annexes de l'aéroport de Bagdad, et il fallait atterrir en zone, ce qu'on appelait la zone verte à l'époque, la zone verte qui était contrôlée par les Américains, et les Américains avaient dit
en parlant des avocats, s'ils veulent venir voir leurs clients, il n'y a aucune protection pour eux. Bien évidemment, ils se débrouillent. Et quand j'avais demandé une protection à l'époque au ministère des Affaires étrangères, qui était M. Douste-Blazy, il m'avait fait répondre que je m'étais engagé dans cette aventure et que j'en assumerais seul la responsabilité. Donc par conséquent, je n'étais couvert par personne. Mais il fallait faire 500 mètres à pied entre le moment où l'avion atterrissait et l'endroit où on était effectivement accueilli par les Américains. Et ces 500 mètres posaient de très gros problèmes. Ah oui. Et il fallait soit avoir une voiture blindée, ce que les Américains ne voulaient pas mettre à notre disposition, soit marcher à pied, et ce qui était quand même extrêmement dangereux. Voilà. Donc ça s'est fait de nuit, ça s'est pas trop mal passé, ça a été très 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 rapide parce qu'il fallait absolument que l'avion reparte très 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 vite pour éviter des problèmes. Donc moi j'ai pu rencontrer ce personnage que je considère comme hors du commun, qui était d'une intelligence rare, qui avait une vision du monde qui était malheureusement exacte, puisque tout ce qu'il m'a dit s'est produit, voilà, à quelques détails près. Il a dit qu'il voulait mourir en martyr et qu'il refusait toute solution négociée, et que, bien évidemment, il avait décidé qu'il mourrait en martyr. Donc il savait qu'il allait mourir, parce qu'il y avait bien évidemment une solution qui pouvait être négociée, qui consistait, c'était un marchandage américain, qui était le suivant. Ragad Hussein, les deux frères avaient été tués, donc par les Américains, comme on le sait. Ragad Hussein rejoint le parti Baas. Elle accepte de faire de la politique à l'américaine, elle reconnaît le bien fondé de l'invasion américaine, et en contrepartie, son père pourra retrouver l'asile, un asile politique au Yémen. D'accord. Donc, bien évidemment, cette proposition a été d'emblée refusée. C'est Saddam qui l'a refusé? Bien sûr, il était hors de question d'accepter ça. Et Saddam a dit, moi je mourrai en martyr, et effectivement il est mort en martyr, il est même, jusqu'à sa dernière seconde, été atrocement mutilé, comme l'on sait, puisque les Américains avaient autorisé des spectateurs chiites, des religieux chiites. C'est eux qu'on filmait avec les portables. Voilà, et avec l'autorisation de ce avec le portable, pour que les réseaux sociaux puissent s'emparer de cela. Donc on voit le degré de cruauté des Américains, jusqu'où ça peut effectivement aller. Donc c'était effectivement un chef d'État, un militaire, encore une fois je ne lui donne pas la Légion d'honneur, mais qui avait une vision de la politique qui était rigoureusement exacte. D'autant plus que Saddam Hussein, avant de devenir la bête noire des Américains, c'était leur allié dans les années 80. Il faut savoir que Saddam a fait ses études au Caire. À l'âge de 17 ou 18 ans, il est approché par la CIA. Parce que le régime, à l'époque, en Irak, était un régime, une espèce de seigneurie religieuse qui était sous contrôle anglais. Et l'économie était sous contrôle anglais. Donc la CIA a mis en place une stratégie pour renverser à l'époque cette dictature religieuse, on l'appelait comme ça, et a commencé à les recruter parmi des étudiants irakiens qui se trouvaient au Caire. Et Saddam a été financé par la CIA dès l'âge de 18 ans. Et il a renversé le régime de l'époque avec les dollars américains, bien évidemment. D'accord. Parce qu'il était, oui, on le sait, qu'il entretenait des relations. Moi, j'ai même vu un livre qui date des années 80 de Saddam Hussein, le De Gaulle arabe. On parle de lui en termes très élogieux, quelqu'un de progressiste, moderne, absolument, etc. Enfin, qui avait envie de mettre son pays sur les rails d'un pays très très moderne, très porté d'ailleurs vers l'Occident, en fait. Oui, absolument très tourné vers l'Occident, pas question de voile, les jeunes filles à l'université. Voilà, bon, ce qu'on peut lui reprocher, c'est effectivement de ne pas avoir donné de liberté aux chiites. Voilà, c'était un sunnite, on le sait. Il y avait l'aspect religieux des choses, mais bon, on sait ce qu'est devenu l'Irak
après son départ. Après son départ, oui. Alors il y a aussi il y a un aspect de cette affaire qui est assez étonnant que vous expliquez dans le livre, c'est par rapport à la position des Iraniens qui sont venus vous voir et qui vous ont expliqué qu'ils étaient prêts à payer pour la défense de Saddam Hussein en contrepartie de ne rien dire sur les fameuses attaques des Kurdes, chimiques des Kurdes. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a eu des attaques des Kurdes au gaz. Qui était un des grands griefs d'ailleurs contre Saddam Hussein. C'était une des charges contre et les Iraniens savaient qu'on avait des éléments pour prouver que ce gaz provenait des Iraniens. Les Iraniens étaient très embarrassés par cette affaire et j'ai été appelé, très sympathiquement d'ailleurs, pour aller à l'ambassade d'Iran pour parler de Saddam Hussein. Donc on m'a demandé ses nouvelles, comment il allait. On était très inquiets pour sa santé. Et on m'a fait cette proposition en disant voilà, on est prêt à financer la défense de Saddam Hussein sans aucune difficulté, sans aucune limite, mais à une condition, c'est que vous abandonnez vos accusations contre nous sur le gaz utilisé sur les Kurdes. Alors moi j'ai transmis, parce que j'ai un client, donc j'ai transmis, bien évidemment, c'était un refus clair et net. Mais on voit la subtilité et en même temps la cruauté des Iraniens. Voilà. Dire que l'ambassade iranienne à Paris, c'est assez extraordinaire, l'ambiance qui règne à l'intérieur. Oui, vous décrivez un endroit complètement vide, sans meubles, sans rien, assez surréaliste. Absolument, un petit peu. Voilà, tout à fait. Et parce que c'est vrai que sur cette affaire, parce que c'était quand même un des griefs, en tout cas, qui était toujours porté quand on parlait de Saddam Hussein, c'est ce gazage des Kurdes, en disant oui, il a gazé son propre peuple, il a gazé les Kurdes. Finalement, là, on apprend qu'il serait peut-être même pas responsable, finalement. C'est ça, quelque part. C'est-à-dire que l'intoxication, sans mauvais jeu de mots, dans la communication, c'est quelque chose de terrible, quoi. C'est vraiment quelque chose de terrible. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec la première guerre au Koweït, comment les Américains ont piégé Saddam pour qu'il envahisse le Koweït. Parce qu'il lui avait donné un feu vert, c'est ça. Madeleine Albright a dit, Saddam, allez-y. On ne bougera pas. On ne bougera pas, allez-y. Donc lui, parce qu'il faut rappeler, alors ça c'est peut-être un petit élément d'histoire, mais qui est très très important, c'est que le Koweït faisait partie de l'Irak, et l'Irak n'avait jamais reconnu, en fait, le Koweït, c'est ça? Alors, il n'a jamais reconnu le Koweït, mais surtout, il y avait quand même un accord, c'est que les nappes de pétrole, il y a une nappe de pétrole très importante, une réserve de pétrole très importante, qui est à cheval sur la frontière irako-koweïtienne. D'accord. Et chaque pays puise. Et ensuite, il y a un compte qui est fait en fonction des barils qui sont prélevés. Et les Koweïtiens trichaient. Bon. Saddam a montré les dents, a réclamé, et à force de réclamer, il a fini par se fâcher. Et un jour, il dit à Madeleine Albright, écoutez, les Koweïtiens commencent à me fatiguer, là, vraiment, je vais me fâcher, et je vous préviens tout de suite, voilà, l'armée va envahir le Koweït. Et Madeleine Albright lui a dit, écoutez, allez-y, ce que vous avez à faire. Voilà, c'est ça. En gros, faites ce que vous avez à faire. Nous, on ne se mêlera pas de ça. Tout à fait. Et ce qui était en plus un mensonge terrible, puisque évidemment, ils se sont emparés de ça. Ils se sont emparés de cette affaire. L'affaire des couveuses qui a été montée aussi, on sait aujourd'hui que c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis qui avait raconté, enfin une bonne actrice finalement devant la presse, que les soldats irakiens avaient tué des bébés, etc. Enfin quelque chose qui avait déclenché évidemment l'émotion partout, mais tout ça était faux, tout ça était monté de toutes pièces, quoi. Absolument. Donc les Américains ont vraiment piégé Saddam pour ensuite. Alors en plus c'est un peu bizarre ce qui s'est passé parce qu'il y a eu deux guerres. Il y a eu la première guerre du Golfe, dans laquelle, finalement, on n'envahit pas l'Irak, mais quoi, c'était de l'affaiblir, en fait. Mais l'Irak a été saignable, puisqu'il y a eu après, il y a eu l'ONU qui a mis en place le traité pétrole contre nourriture, qui a complètement asphyxié l'Irak. Ensuite, Tariq Aziz a été chargé de mettre en place un système pour vendre un peu sous le manteau du pétrole. Avec des aides même jusque chez Total, puisqu'il y a eu l'affaire pétrole contre nourriture qui a été jugée à Paris. Oui, mais ça a éclabousé tout le monde après. Voilà, où un juge d'instruction très zélé, sur la base d'un rapport américain de la CIA, c'est la première fois dans ma carrière que je vois un juge d'instruction
avoir un rapport américain et s'en servir pour mettre en examen notamment l'ami d'enfance de Saddam, puis des PDG de grandes entreprises, on a même parlé de Charles Pasqua à l'époque, et puis ça a fait pchit, puisque tout le monde a été relaxé, et on s'est aperçu que ça ne tenait pas debout. Voilà. Donc ça a été effectivement le coup de grâce pour affaiblir l'Irak, pour la mettre à genoux, dans une perspective qui était... on ne sait pas trop d'ailleurs, parce qu'en fonction des intérêts américains, si vous voulez, à l'époque, vous aviez George Bush père, ensuite vous avez George Bush fils, qui sont d'ailleurs deux fiefs et coquins, et qui, l'un s'est enrichi, le père, avec la famille royale saoudienne, qui est en affaire d'ailleurs avec un demi-frère Ben Laden, hein, c'était des amis. Tout à hein, fait, voilà. Ils partageaient dans la Carlyle Company donc des intérêts communs, bien sûr. Voilà. Ensuite, on a eu le fils qui s'est enrichi avec une société qui s'appelle toujours d'ailleurs Halliburton. Halliburton, oui. Voilà, avec donc Dick Cheney, son vice-président, était un des grands administrateurs. Voilà, donc ils venaient faire leur marché. Ce sont des grands pilleurs, ces gens-là. Ce sont des grands pilleurs. On peut parler presque d'un hold-up à l'échelle... C'est un hold-up planétaire, absolument, oui, tout à fait. Ce sont de grands bandits. Parce que cette affaire d'Irak, évidemment, aujourd'hui, on en voit encore les conséquences. Vous dénoncez aussi le traitement qu'on a fait de Tarek Aziz, en disant que c'était quelqu'un qui était malade, que les Américains ne voulaient donner aucun soin, qu'on l'a laissé quasiment mourir, quoi, j'ai envie de dire. Tarek Aziz, oui, a été maltraité, évidemment, dans des conditions inhumaines, d'indignité évidente, bien sûr, tout à fait. Parce les Américains veulent surtout pas que ces gens parlent. On a l'impression, parce que à chaque fois, on a vu le cas de Saddam Hussein, puis réitérer encore les images, on pourrait faire le lien avec ce qui s'est passé en Libye, parce qu'on a vu avec Kadhafi, c'était à peu près pareil, hein, j'ai envie de dire, pareil, il s'est fait assassiner dans des conditions horribles, qu'en plus tout cela est filmé, pareil, avec des portables, etc., puis balancé sur les réseaux sociaux. Mais on a le sentiment qu'à chaque fois, on ne veut pas que ces gens-là parlent, qu'ils aient un véritable procès, justement, un procès au sens noble du terme, équitable, avec justement des avocats qui viennent défendre. Parce qu'on veut surtout pas qu'ils parlent, ces gens-là. Ils savent trop de choses, quelque part, non? C'est certain que quelqu'un comme Saddam a recueilli toutes les confidences de tous les grands chefs d'État. Saddam a été très généreux. Les partis politiques français n'ont pas à s'en plaindre. Voilà. Mais la France était très impliquée. Bien entendu, bien sûr, évidemment. On était, paraît-il, un très grand partenaire commercial de Saddam Hussein. Un très grand partenaire commercial, était un ami de la France. Chirac disait que c'était un ami de la France. Voilà. Tout comme Hafez el-Assad, le père de Bachar, était un très grand ami de la France. Et puis et maintenant, alors parce que vous, ça aussi c'est une constante, vous dénoncez l'emprise américaine, on va dire, à chaque fois, au point que certains vous ont dit oui, vous êtes un anti-américain, et puis vous dites non, je ne suis pas anti-américain, mais force est de constater que les Américains contrôlent, dominent et utilisent des méthodes pas très orthodoxes, c'est un euphémisme même, pour exercer cette domination planétaire. Les États-Unis, c'est un pays impérialiste, voilà, l'impérialisme américain qui a plusieurs visages, qui aujourd'hui a un visage d'apparence un peu molle, d'apparence très droit de l'homme, mais en réalité, quand vous regardez l'histoire américaine, vous apercevez que sous Obama, on n'a jamais autant été écouté, autant surveillé, il écoute tout le monde, autant surveillé qu'il y a une politique américaine aujourd'hui qui est la plus bête du monde au Moyen-Orient, mais on ne supporte pas qu'on vienne marcher sur la plate-bande. Regardez ce que fait Poutine en Syrie. La première chose qu'on fait, c'est intoxication dans la communication. Les premières frappes de Poutine, c'est dire « mais vous êtes trompé de cible, vous tapez sur n'importe qui. Ah ben non, vous tapez sur de bons rebelles ou vous tapez sur de mauvais rebelles. » Ça repose sur quoi? Est-ce qu'il y a eu des enquêtes de l'ONU? C'est rien du tout. C'est-à-dire que Poutine veut un monde multipolaire et les États-Unis ne supportent pas de vivre dans un monde multipolaire. Les États-Unis veulent être le grand chef et puis point, voilà. Ça, ils veulent qu'il n'y ait personne en fait. Absolument, et nous avons une politique, une diplomatie qui est aux ordres des Américains. On n'a jamais été autant à genoux et aux ordres des Américains. Nous sommes la bonne à tout faire des Américains aujourd'hui, bien évidemment. Ouais. Alors en plus, vous, justement, vous êtes allé en Syrie à l'époque, une époque. Bon, évidemment, la Syrie, elle est encore au cœur de l'actualité jusqu'à aujourd'hui, mais ça a un rapport, c'est l'affaire Hariri, donc
ce haut politique, Rafik Hariri, qui a été assassiné. Alors il n'était plus en fonction, il n'occupait plus de fonction politique à l'époque où il a été assassiné, dans un assassinat qu'il faut bien le dire, est quand même assez... c'est quelque chose qui a été vraiment d'une préparation assez incroyable, hein, puisqu'on a fait sauter tout un pan de route, c'est ça. Alors les bombes étaient posées sous l'autoroute, c'est ça. Sous l'autoroute, sous le goudron, et elles ont explosé sous la voiture, et on a dit que c'était une technique syrienne bien connue. Voilà. Donc visiblement, ça a eu pour conséquence effectivement de faire partir les troupes syriennes qui stationnaient au Liban depuis les fameuses guerres du Liban, évidemment, des années 70, puisque la Syrie était intervenue au Liban, et depuis, il y avait des troupes qui stationnaient. Ces troupes-là ont dû partir. On a accusé la Syrie. Alors vous remettez en cause la probité du procureur allemand qui a assuré l'affaire, qui s'appelait M. Detlef Melis, qui, effectivement... Alors, moi, ce que j'ai su, peut-être vous avez aussi des informations qui vont dans ce sens-là, c'est que Monsieur Melis, qui est allemand, il semble que les gens qui ont étudié en fait la méthode qui a été utilisée, surtout la technologie qui a été utilisée, il semblerait que ce soit de la nanotechnologie allemande justement, et que ce monsieur vous l'accusez clairement d'être un agent de la CIA, dans la main des Américains. Bien sûr, c'est un agent de la CIA, dans la mesure où il a déjà été désigné dans une affaire qui mettait en cause la Libye. Oui, l'affaire de la discothèque. L'affaire de la discothèque, où ce docile procureur avait désigné le chef de l'État libyen comme étant effectivement l'ordonnateur de cela. Nous avons le drame libanais, avec la mort brutale de Rafik Hariri, et curieusement, on va désigner à nouveau le même procureur. Donc la coïncidence est quand même troublante. Et les conclusions hâtives de ce procureur sont encore plus troublantes. Ouais. Ce qui met dans une colère noire Bachar el-Assad, qui décide de réagir parce qu'il voit bien que tout se prépare, que l'ONU est aux ordres, que l'on va lui fabriquer un magnifique tribunal pénal international sur mesure, avec des mandats d'arrêt, qui ne pourra pas quitter le pays, parce que s'il quitte le pays, il sera immédiatement arrêté, etc. Donc il sent bien que les choses arrivent à grands pas, il connaît la mécanique. Et que fait-il? Il décide de demander au secrétaire général des avocats arabes de changer le programme du congrès annuel des avocats arabes, qui devait avoir lieu au Caire, je crois, et finalement, il y a un changement brutal, et ça se fera à Damas. Voilà. Donc moi, je suis invité à Damas, où effectivement, je parcours les études qui ont été faites, et je considère qu'effectivement, je pense que les Syriens se sont fait piéger dans cette histoire. Je pense que ça ressemble plus à un attentat commandité par les Israéliens, ça ressemble beaucoup à ce que fait le Mossad, que à ce que fait la Syrie. Mais bon, comme il n'y a pas eu d'enquête sérieuse par des experts indépendants, bon, toutes les thèses sont possibles. Et effectivement, arrivé à Damas, le soir de la clôture, je suis invité à partir au Parti Basse en pleine nuit, où je rencontre des dignitaires syriens, le ministre de la Défense, qui me disent, voilà, on est très embarrassé par cette histoire, ce qu'on voudrait, c'est que vous serviez un peu de relais pour que la parole syrienne puisse être reprise dans des grands médias français, et que vous disiez aux grands médias français ce que vous savez. Bon, après tout, j'ai pas eu le sentiment d'avoir été forcément utilisé ou manipulé, parce que je considère que l'accusation gratuite contre la Syrie reposait sur des preuves peu sérieuses, et le procureur, je le considère comme étant un homme qui n'a pas l'objectivité et l'indépendance nécessaires. Bon. Donc j'ai dit pourquoi pas. Mais les grands médias français ne sont pas prêts à se dire la vérité et surtout en payer le prix. Et quand vous interrogez des grandes signatures dans des grands journaux de la presse écrite, Le Figaro, Le Monde notamment, et que vous pouvez vous interpeller de grandes signatures en disant écoutez, j'ai quand même des choses intéressantes à dire sur la Syrie, est-ce que vous acceptez de le dire?
ça a été un non catégorique. Donc on a une presse qui, avec de grands journalistes que l'on voit sur les grands plateaux de télévision, mais qui sont tous sauf indépendants. Tous sauf indépendants. Et elle aussi donc un peu aux ordres d'une politique qui est décidée, bien entendu, qui était anti-syrienne. De toute façon, il fallait que ce soit la Syrie qui soit désignée. Donc voilà. Il fallait absolument que ce soit la Syrie. D'ailleurs que ce soit Le Monde ou Le Figaro, réputés l'un de gauche, l'autre de droite, ils étaient tous les deux la même enseigne. D'ailleurs, cette affaire, elle a un peu, j'ai envie de dire, tourne en notre boudin, parce que c'est le Liban qui a refusé de redonner mandat au TSL, c'est ça, puis finalement... Oui, aujourd'hui, il n'y a plus de poursuite. Il n'y a plus de poursuite, voilà. Absolument. Parce que, aussi, alors moi, les informations que j'ai eues sur cette affaire, c'est que c'est une opération qui a servi aussi à ficher la société libanaise, et puis ils avaient lancé des mandats, ils voulaient arrêter un peu tous les... entre guillemets, tous les opposants, les Nasrallah, etc. On voulait un peu... On voulait faire le ménage dans la classe politique libanaise. Il y a eu beaucoup d'écoutes téléphoniques pour savoir qui fréquentait qui était qui. Voilà, ça c'est surtout ça. Ça oui, voilà. Et les Américains, bien sûr, en ont eu connaissance, et les Israéliens aussi. Et les Israéliens ont, aussi, visiblement, étaient très intéressés par le suivi de l'enquête, absolument. D'accord, et puis mais ça n'a rien donné, puisque finalement, aujourd'hui... Tout à fait. On ne sait pas, en fait, il n'y a plus de suite. Il n'y a plus d'affaires à rire. Ouais. Voilà, c'est évident. Mais il semble évident que, en tout cas, l'option syrienne, parce que même à un moment, vous vous insurgez quand vous entendez Alexandre Adler qui dit « Oui, les dirigeants syriens sont de mèche avec Al-Qaïda, etc. » Ce qui est, c'est vrai, pour le moins vraisemblable. C'est vrai qu'on a lu beaucoup de sottises. Voilà. Mais je pense qu'Alexandre Adler, c'est quelqu'un qui, effectivement... est pro-israélien, dire. Il le cache pas. C'est pas un scoop. Dire. Bon, mais de là à dire autant de sottises, je crois que c'est un peu embêtant parce que ça le discrédite quelque part. D'accord. Alors il y a une autre affaire, moi, que j'ai envie d'évoquer parce que elle aussi, elle a fait couler beaucoup d'encre. C'est l'affaire Klaus Barbie. Alors vous, si j'ai bien compris, vous avez eu à défendre un monsieur, alors je ne me rappelle plus le nom, qui voulait faire reconnaître son droit victimaire, en fait. C'est ça qui voulait le problème du procès Barbie, c'est que les parties civiles étaient représentées que par des associations qui avaient un intérêt premier, c'était d'éviter que la résistance ne soit éclaboussée par quelques révélations embarrassantes de comportements qui n'étaient pas toujours aussi prestigieux que l'histoire officielle le dit. Bon. Et la peur numéro 1 de ces associations, c'était que Klaus Barbie ne vienne dire à la barre qui était venu lui apporter le nom de Jean Moulin. Ah, évidemment, alors ça c'est l'affaire. Ça, voilà. On s'en est pas remis jusqu'à aujourd'hui. Donc on s'en est pas remis. Bon. Et les victimes individuelles, on n'avait rien fait pour que... C'est ça que vous découvrez, vous expliquez dans le dossier que finalement, vous vous rendez compte qu'il n'y a que des associations, on aurait dû demander aux gens individuellement de se porter partie civile. Bien entendu, de venir et d'expliquer, de dire, bah voilà, moi je le reconnais, c'est bien lui qui m'a interrogé, c'est lui qui... Voilà. Et puis ces associations qui sont d'une générosité quand même à l'égard de Klaus Barbie et surtout de sa fortune, puisqu'on demande 1 franc symbolique. Voilà, alors ça moi aussi j'ai découvert ça dans votre livre. Klaus Barbie avait une fortune considérable en Bolivie, donc des intérêts, des affaires... La drogue, les armes, les bateaux, les terres... des biens immobiliers, etc. Si vous voulez, l'histoire de Barbie, elle est cruelle jusqu'en 1945. Après 1945, les Américains, encore eux, avec ce qu'on appelait, ce qui n'était pas la CIA encore, mais qui était les services secrets américains, c'est-à-dire qu'on va immédiatement repérer l'élite nazie qui va pouvoir être utilisée dans la guerre froide qui démarre. Donc les Américains vont tout de suite faire une proposition à Barbie en disant, écoute, on ne va pas t'embêter, tu restes gentiment en Allemagne, t'inquiète pas, t'as une maison, t'as une épouse, t'as tout ce qu'il faut, et ce qu'on te demande, c'est de commencer à préparer des listes de communistes, de préparer, tu vas nous aider, la guerre froide, et il n'est pas tout seul. Voilà. Les Français cherchent Barbie, ils demandent aux Américains où est-ce qu'est Barbie, les Américains disent, bon, non, on ne sait pas, alors qu'il est l'un de leurs meilleurs agents, et puis les Français découvrent qu'ils se sont fait avoir par les Américains, donc piquent une colère,
en disant vous foutez de moi, on sait où est Barbie, on va aller l'arrêter, et les Américains disent à Barbie écoute, ça commence à chauffer pour toi, il faut que tu t'en ailles, mais comme on a besoin de toi en Amérique du Sud, car en Amérique du Sud on est bien embarrassé parce qu'il y a les communistes qui commencent à arriver, et se prépare la fameuse opération Condor qui est déjà sur les rails, et il faut déjà que ces policiers sud-américains qui ne savent pas torturer, qui n'arrivent pas à arracher des aveux, il faut qu'on leur apprenne comment ça fonctionne. Toi tu sais comment ça marche et on va t'utiliser pour apprendre aux policiers sud-américains, notamment brésiliens, etc., la technique et l'art de la torture pour arracher des aveux. Donc Barbie est un élément important de la stratégie américaine en Amérique du Sud et dans l'opération Condor. Et c'est la raison pour laquelle il va fuir grâce à ce fameux tunnel des rats. Alors oui, que les Américains, que le Vatican a mis en place. Voilà, c'est le Vatican qui a mis en place un tunnel entre l'Autriche et le Vatican, et donc par lequel on a exfiltré tout un tas de dignitaires nazis qui vont partir par bateau de nuit sur le port de Gênes et qui vont partir pour l'Amérique du Sud. Pour l'Amérique du Sud, d'où on retrouvera d'ailleurs nombre d'entre eux en Amérique du Sud. Ils ont même surnommé un coin la petite Allemagne, il me semble, c'est ça, tout à fait. Vers le Paraguay, l'Argentine, là, voilà. Donc c'est quand même assez incroyable. Et ce Barbie, donc, vous, ce que vous expliquez, c'est que on aurait dû, au procès, confisquer tous ces biens, etc. La France devait confisquer tous ces biens pour les mettre à la disposition des victimes, ce qu'elle n'a jamais fait. Ce qui fait que Barbie est mort, comme on le sait, dans sa cellule, et que ses enfants ont hérité sans aucune difficulté. Vous dites qu'il s'est peut-être même fait avoir Barbie parce qu'on lui aurait fait un deal. Enfin, moi, je crois que... Oui. Je pense qu'on ne nous a pas tout dit sur les conditions de son arrestation. Je trouve qu'il a été quand même drôlement docile. Drôlement conciliant, voilà. Et drôlement conciliant. Que ça cache quelque chose, un peu, certainement. Et vous dites on a dû lui faire des propositions et puis moi, ensuite... à la lecture de ces procès-verbaux, on a le sentiment qu'il était persuadé qu'il allait être condamné, bien évidemment, mais qu'il était persuadé que sa peine ne serait pas exécutée en France. Et que il y aurait une extradition pour l'exécution de la peine et que il partirait gentiment effectuer sa peine en Bolivie, ou en Bolivie bien évidemment, il serait tout aussitôt libéré puisque les autorités boliviennes étaient complètement complices. Complètement complices. Parce que vous contactez, alors c'est ça que vous expliquez, vous contactez un avocat en Argentine qui lui a des contacts en Bolivie, et en fait le retour c'est de vous dire mais on ne peut même pas, on ne peut rien vous dire. On ne peut rien faire, je vais me faire abattre. Voilà, je vais me faire abattre. C'est-à-dire que je ne peux même pas vous dire l'étendue de ses biens ou quoi, parce que sinon c'est tellement dangereux. Absolument. Quoi. Donc, ce qui signifie que Barbie avait la totale protection évidemment, des autorités boliviennes. Tout à fait. Donc ça démontre, en tout cas, effectivement, donc la complicité entre les autorités sud-américaines qui sont, il faut bien dire, à l'époque complètement plus soumis à la CIA. Alors évidemment, c'est peut-être un peu différent aujourd'hui avec les changements de régime en Amérique du Sud, mais en tout cas à l'époque, c'est une certitude. Absolument. D'accord. Alors ça, c'est quelque chose d'étonnant. Alors j'ai vu aussi, ça aussi, puisque vous en parlez dans le livre, à un moment donné, vous parlez de l'implication d'IBM dans la déportation des Juifs polonais. Oui. Et alors ça, je suis bien content d'entendre ça, parce que on entend souvent parler, mais bon, vous savez, c'est un peu des fois ce qu'on nous dit, les rumeurs urbaines, les fameux fantasmes, mais là, non, vous dites, c'est tout à fait vrai, IBM a participé via un système de création de cartes perforées. Alors, on est dans le balbutiement des ordinateurs. Voilà. Ce sont les cartes perforées. D'accord. Voilà, les cartes perforées qui se replient sur elles-mêmes et qui, effectivement, permettent déjà de comptabiliser, de répertorier. Et IBM, qui effectivement est implanté dans l'Allemagne nazie, propose ses services en disant, vous savez, on peut mettre sous forme de fiches cartonnées une population, ce que va d'ailleurs faire Hitler, puisqu'il va confier par contrat à IBM balbutiante le soin de cartographier la population de Varsovie. Ce qui fait que quand, en septembre 1939, les nazis arrivent à Varsovie et qu'ils frappent à la porte des maisons, ils savent parfaitement à qui ils ont affaire. D'accord. Ils savent si c'est quelqu'un qui a une profession qui peut être utilisée dans les camps ou c'est quelqu'un qui, effectivement, finira dans les chambres à gaz. Et la population est cartographiée. Et ma petite cliente, dont le papa, effectivement, faisait des bottes, va avoir la vie sauve
parce que il va être bien évidemment placé dans un camp de concentration. Dans un camp de concentration, il sera chargé de fabriquer des bottes pour les nazis, ce qui va lui sauver la vie. Mais il apprendra dans les révélations qui seront faites des archives d'IBM qu'effectivement, on est venu frapper à sa porte parce qu'on savait quelle était sa profession, parce que c'était effectivement les premières fiches cartonnées mises en place par IBM. Et IBM n'a jamais été évidemment inquiété de tout ça. Alors IBM a été inquiété aux États-Unis parce qu'il y a un lobby juif qui est puissant, mais il y a eu un deal et IBM a payé des dommages et intérêts très importants aux associations juives américaines. D'accord. Ça s'est terminé par une transaction. Ah d'accord, et comme ça on les a laissés tranquilles. Oui, c'est vrai que vous dites qu'ils ont préféré payer pour avoir la paix. Absolument. On achète la paix sociale. Alors, il y a une autre affaire, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'affaires qui sont emblématiques. Moi, il y a l'affaire du Congo. Alors ça, c'est une affaire très, très, très peu connue, mais on est au cœur de la France-Afrique. Là, on est au cœur du système de la France-Afrique. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent un peu. Nous, c'est un sujet qu'on a beaucoup traité ici. Alors, c'est l'affaire du président Lissouba. Alors, visiblement, ce président, qui bénéficie quand même d'une... j'ai envie de dire quand même d'une bonne image auprès des Congolais, puisque c'est un président qui a été destitué ensuite par son rival Sassou Nguesso, qui était le président sortant, puis qui a été battu dans l'élection, etc. Mais visiblement, ce président a contracté un prêt donc, au nom du Congo, et puis l'argent a disparu. C'est un peu ça. Et puis vous étiez mandaté par des intermédiaires qui ont participé à la contraction de ce prêt, mais qui n'avaient jamais été payés. D'ailleurs, qui ont été payés après, d'ailleurs, par Elf, qui ont été payés après. Donc, on a reconnu que, voilà. Mais cette affaire, donc, pour vous, elle vous a même mis en danger votre vie, hein, puisque vous expliquez qu'il y a eu un accident, enfin, accident, entre guillemets, on a tenté de provoquer un accident en sabotant votre voiture, clairement, votre voiture a été sabotée. Donc, vous pensez d'ailleurs, parce que vous expliquez pas vraiment quelle force derrière, si c'est Elf, si c'est le Congo. Moi, j'ai pas compris qui avait intérêt, en fait, à vous éliminer. Écoutez, je pense que dans cette histoire du Congo, il y a au départ une histoire crapuleuse. Le schéma est le suivant. Les Américains sont en train de forer au large du Congo. Et les Américains, ce sont d'abord les Français qui forent ils font des recherches pétrolières au large du Congo et qui ne trouvent pas. Par conséquent, ils abandonnent la concession. On est dans les années 80 et ce sont les Américains qui viennent. Et les Américains viennent fort et trouvent. Donc colère des Français et les Français disent au Congo, écoutez, débrouillez-vous comme vous voulez, mais nous ne voulons plus des Américains au large des côtes congolaises. Par conséquent, il faut indemniser les Américains. Mais les Américains ne sont pas indemnisés par la France. C'est le Congo qui doit les indemniser. Mais le Congo ne peut pas sortir les fonds qui sont d'ailleurs de 150 millions de dollars, ne peuvent pas sortir 150 millions de dollars pour pouvoir chasser les Américains. Que fait le Congo? Le Congo, il fait un prêt sur la place financière. Mais il ne peut pas dire c'est pour payer une rançon aux Américains. Donc il va dire, le Congo, j'emprunte parce que je rénove les palais de justice congolais. Bien évidemment, c'était le cadet des soucis à l'époque des dirigeants congolais de rénover les palais de justice. Cet argent est trouvé sur des places financières par mon client, qui réclame ensuite, bien évidemment, une commission pour le travail fait. Et les Congolais disent on ne te paiera pas parce que l'argent n'en a pas vu la couleur. Si on avait touché l'argent, on t'aurait payé, mais comme on n'a pas vu la couleur de l'argent, on ne te paiera pas. Donc ce procès que je vais gagner, mais encore faut-il après pouvoir se faire payer. Et c'est toute la difficulté, pouvoir se faire payer. Donc je fais en sorte de bousculer un petit peu les conventions diplomatiques avec des huissiers de justice, etc. Et finalement, on réussit à trouver des fonds et je suis payé, et je sais que je suis payé par Elf. Bon, mais mon client est payé, c'est l'essentiel. Mais cette histoire, en réalité, c'est que c'est Loïc Le Floch-Prigent qui avait deux casquettes,
C'est lui qui était le PDG d'Elf Congo, mais il était aussi le négociateur des Américains. Et c'est lui qui, effectivement, a fait le va-et-vient, et c'est lui qui était, quelque part, la cheville ouvrière de cette rançon de 150 millions de dollars que les Congolais n'ont effectivement jamais vu, puisque cet argent, ils l'ont remboursé sans jamais l'avoir touché, puisqu'il était destiné à d'autres poches. Bon, on a même dit qu'une partie était revenue en France au moment de la campagne électorale de 95. Voilà, et on a même cité le nom d'Édouard Balladur comme étant l'un des bénéficiaires d'une partie des fonds. Bon, ça c'est encore une fois à mettre au conditionnel. Donc, qui pouvait m'en vouloir? Bon, les barbouzes africains, bien sûr, mais aussi certains barbouzes français. Elf, voilà, ou des gens très proches d'Elf, voilà. Les mauvaises langues vont parler Charles Pasqua, par exemple. Oui, voilà. Charles Pasqua, on connaît André Tarallo, bon, qui voilà, est aussi un personnage. Vous est-il que moi, à l'époque, j'ai compris que j'ai compris le message, et j'ai fait savoir que pour moi, ce dossier était un dossier terminé, et que je n'avais pas l'intention d'aller comme ça claironner que ce dossier était fini. Et depuis que j'ai fait passer le message que ce dossier était fini, j'ai mené une vie tranquille. D'accord. Voilà. Mais c'était je veux dire, au cœur de la France-Afrique, là, un petit peu. Je pense que je n'ai pas été raisonnable, si vous voulez. Ouais. Alors, je me suis pris un peu pour Tintin au Congo, le racisme en moins, parce que je pense que j'aurais dû être beaucoup plus prudent. Bon, j'ai été quand même très imprudent. Oui, parce que votre cabinet aussi a été cambriolé, oui. On a volé toutes les pièces du dossier. Absolument, des pièces très embarrassantes que j'avais en original, qui ont été prises en quelques minutes. Hein. C'est très bien fait d'ailleurs, hein. Vous ne vous apercevez de rien. Oui. Donc ça sent quand même la main de professionnels derrière, de gens... Ah oui, non, mais c'est du très haut niveau. Voilà. Moi, j'étais pas de taille à lutter dans un domaine comme celui-ci, c'est évident. D'accord, alors justement, parlant de ce domaine, moi je fais le lien aussi avec une autre affaire, c'est l'affaire André Rigaud. Donc un monsieur qui était ingénieur donc pour le compte de la DCN, c'est ça, et qu'on a retrouvé mort sur son lieu de travail. On a conclu par une ordonnance de non-lieu, par un suicide, c'est ça qu'on nous a expliqué. Mais visiblement, sa veuve, alors ils n'étaient pas mariés, mais c'était sa concubine avec qui il avait un enfant, c'est ça, sa compagne, voilà, Madame Annick Le Sceau, hein, vous la citez, qui elle ne croit absolument pas à cette thèse, et au contraire, penche plutôt donc pour l'homicide, et explique que ce monsieur n'avait aucune intention de se suicider, voilà, n'était ni dépressif, ni quoi que ce soit. Mais quand vous allez un peu fouiller dans cette affaire, vous vous rendez compte que on rentre dans un nid de serpent, un peu dans j'ai envie de dire, un nid de vipère, avec des liens avec le Pakistan, avec les frégates de Taïwan, l'Arabie Saoudite, etc. Enfin, on sait ce qui s'est passé d'ailleurs après au Pakistan, avec 11 ingénieurs cette fois qui ont été parlé d'exécution, en tout cas qui ont été assassinés dans un attentat. Pour lequel on a commencé par accuser les islamistes, puis ensuite on a dit que c'était fallait plutôt chercher du côté des services secrets pakistanais, parce que c'est une histoire complètement folle. Puis vous rencontrez un personnage, vous dites, de la DGSE qui vous dit clairement tout ça est lié, quoi. Tout ça est une seule et même affaire en plus. Moi, ce que j'apprécie, si vous voulez, ce malheureux mathématicien, son prédécesseur avait aussi décidé de se suicider puisqu'il s'est jeté dessus un pont. Il a voulu mourir aussi. Ce mathématicien, il avait une spécialité, c'est que il avait mis au point des formules pour que les sous-marins soient indétectables. C'est-à-dire qu'il travaillait sur les vibrations des moteurs pour que les moteurs n'aient aucune vibration, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas repérés. Et puis ce qui est l'essentiel d'un sous-marin, d'ailleurs le colonel Chamal nous l'expliquait ici même, que l'essentiel ne pas être entendu. Ne pas être entendu, et ces moteurs ont été utilisés sur les vedettes de Taïwan. Le même moteur se retrouve livré en Arabie Saoudite, donc on a effectivement cette technologie qui est utilisée par la DCN et ses ingénieurs. Alors, ce que j'apprends moi de ce personnage, qui est un personnage important, c'est de dire d'abord, Grantin, les services secrets français ne tuent jamais de Français. Par conséquent, allez chercher ailleurs. Et puis il m'explique que
le lobby de l'armement dans le monde entier a des règles qui sont occultes et que les Américains, encore eux, n'acceptent pas que l'on fasse du marché, qu'on fasse des affaires avec des pays qui sont sous contrôle américain. Bon. Livrer des sous-marins au Pakistan, c'est insupportable. Voilà. Ils sont pas contents. Ouais. C'est insupportable. Bon. Les vedettes à Taïwan, c'est insupportable. Voilà. Donc, effectivement, je suis convaincu qu'il s'agit d'une seule et même affaire. C'est évident qu'il s'agit d'une seule et même affaire. Il n'y a pas d'autre... Voilà, je ne vois pas pourquoi ce malheureux André Rigaud viendrait se suicider. Il n'y a aucune raison qu'il se suicide. Certainement pas là où il y a les essais, bien évidemment. Maintenant, est-ce que j'aurai un jour la vérité? Je pense que oui. Je pense que la vérité, elle viendra des Américains, lorsque nous pourrons avoir accès à certaines archives américaines. J'espérais beaucoup de M. Snowden, que j'ai cherché à contacter pour avoir des éléments. Et je dis que je n'ai pas écarté le projet de le rencontrer pour avoir plus d'éléments, parce que je sais que l'explication, la vérité, viendra effectivement des autorités américaines qui accepteront ou n'accepteront pas, contraints ou forcés, de livrer les éléments. Et quand on déclassifiera certaines pièces, absolument. On pourra mieux comprendre ce qui s'est passé. Parce que pour le moment, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose, mais c'est quand même une affaire qui a remué, parce qu'on a vu qu'elle avait des ressorts qui allaient jusqu'au plus haut niveau politique, puisque on a même cité évidemment le nom de Nicolas Sarkozy, qui était ministre du budget à l'époque. On nous a expliqué, alors ça c'est des informations qui étaient données surtout par Mediapart, que Jacques Chirac aurait bloqué ces fameuses rétrocommissions, et puis etc. Enfin, on voit que c'est une affaire qui a des ramifications à très 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 haut niveau. Je ne suis pas convaincu de ce que le mobile serait un mobile financier. Bon, c'est peut-être aussi une façon habile de donner un os à ronger aux instructions. Voilà, parce qu'il faut bien leur donner quelque chose. Voilà. Pendant qu'ils cherchent sur les comptes en Suisse, ils ne cherchent pas ailleurs. Voilà. Ouais, parce que cette affaire, c'est quoi? Parce que ça a commencé, parce que j'ai vu que c'était les familles des victimes, surtout du Pakistan, qui avaient démontré, justement, les avocats des familles, que l'affaire des islamistes, il faut oublier que c'était une affaire vraiment politique, et que... Bien sûr. Voilà, parce qu'au début, on nous a tout de suite dit c'est les islamistes, etc. Et puis, finalement, tout le monde a dit non, c'est beaucoup plus haut, donc c'est des ramifications, et vous, vous allez plutôt dans ce sens-là. Absolument, quoi. Tout à fait, oui, absolument. Alors ça, c'est justement, alors il y a aussi autre affaire, moi aussi, qui m'a interpellé. Alors, une affaire, cette fois un peu plus... on va dire politique, mais un peu plus, non, pas plus que celle-là, c'est l'affaire de la fameuse boulangère de Reims. Alors là, cette affaire, tout le monde, alors même ceux qui n'étaient pas nés, ils en ont certainement entendu parler, c'est cette boulangère qui, pour se défendre, parce qu'on lui avait volé ses croissants, entre guillemets, c'est ça, donc un matin, à Reims, tire sur on va dire le jeune homme qui avait volé, jeune homme évidemment d'origine maghrébine, et elle le tue, donc c'est une balle dans la tête en plus. Une balle en pleine tête. Et là, évidemment, ça déclenche évidemment une tempête médiatique, parce que une partie des gens prennent sa défense en disant c'est de la légitime défense, et évidemment une autre partie horrifiée en disant mais oui, mais même si tu es une boulangère, elle peut pas... On n'est pas au Far West quand même. Et donc vous expliquez cette affaire qui a eu... Alors en plus il y a un passage, alors, moi qui m'a interpellé, vous allez voir le général Massu, qui, faut bien le dire, était le général... Parce que le papa de ce jeune homme était un harki, donc avait travaillé pour les forces françaises et était sous les ordres de ce général Massu, c'est ça? Absolument. Et donc vous voulez faire témoigner le général Massu pour, entre guillemets, j'ai presque envie de dire, je vois bien dans la stratégie, c'est un peu casser la dynamique du procès, de dire, entre guillemets, les Arabes contre les Français. Voilà, c'est ça, voilà, absolument. C'était couper l'herbe sous le pied au Front National, qui utilisait cette boulangère à des fins politiques.
et faire venir Massu pour dire que le père de ce jeune homme était quelqu'un de très bien, ça permettait effectivement quelque part de rééquilibrer un petit peu la défense et la partie civile, et surtout de passer un message aux jurés, qui étaient tous racistes, bien évidemment dans l'âme, hein, ça va de soi. Et c'était effectivement une façon de créer à la fois la surprise, mais aussi de marquer un point contre l'extrême droite, parce que bien évidemment, mon adversaire c'était l'extrême droite, hein, c'est évident. Parce que vous dites aussi, c'est la première fois que vous avez vu, donc, au rendu du verdict, voir les CRS chargés dans la salle, etc. Il y a eu une confusion totale. Tout à fait, les CRS chargent dans la salle et repoussent avec violence à l'extérieur du palais de justice, laissant des sacs, des chaussures, avec une violence inouïe, absolument. Donc c'est une affaire qui est quand même extrêmement grave, parce que finalement la boulangère sera acquittée, c'est ça? Bien sûr. Elle sera acquittée, donc ce qui est assez symbolique en plus, donc c'est-à-dire elle a tiré quand même, elle a tué un homme, mais visiblement on a reconnu la légitime défense, mais est-ce qu'elle était vraiment en danger de légitime défense, cette boulangère? Elle n'était absolument pas en danger de légitime défense. Absolument pas en danger de légitime défense, non. C'était un signal qui était donné dans une ville de province, vis-à-vis des jeunes maghrébins, bien évidemment. C'est ça. Voilà. Parce que vous, après, en plus, vous avez été l'objet d'accusations, vous avez dit vous êtes l'avocat des Arabes, vous êtes la porte-parole des Arabes, etc. On vous a affublé de tout un tas de qualificatifs comme ça. Ça, c'est quoi? Ça révélait vraiment j'ai envie de dire presque un malaise profond dans la société française, quand même. C'est quoi? C'est le communautarisme qui était en train de s'installer petit à petit en France? Je trouve que c'était une époque où maghrébin égale délinquant. Voilà. Aujourd'hui, les mentalités ont changé. Ouais. Les mentalités ont bien changé, mais c'était ça à l'époque. Donc vous étiez immédiatement catalogué, vous étiez étiqueté. Voilà. Oui, parce qu'en plus, tout le monde s'empare de cette affaire politique, ça devient une affaire politique. Tout le monde s'en empare. Ouais. À gauche, c'est François Mitterrand qui s'en empare personnellement, et Daniel Mitterrand qui s'en empare. Oui, parce que vous dites qu'il donne des consignes même. Tout à fait, bien sûr. Il donne des consignes. Des consignes au procureur, etc. Tout à fait, bien sûr. Moi, j'avais des consignes de l'Élysée. Bien sûr. Ah non, c'est vraiment une affaire politique. Bien sûr, j'ai des consignes de l'Élysée. J'ai été appelé en disant, vous savez, n'oubliez pas de dire ça demain. D'accord, donc c'est une affaire qui devient une affaire, comme on dit, une affaire politique. Absolument, complètement. Et le verdict, on peut dire quoi? C'est un verdict politique, justement? C'est un verdict, bien sûr, politique, absolument. C'est une décision très, 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 très politique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et on a décidé quand même de donner raison à cette boulangère, quoi. C'est ça qui est... C'était donc un signal qui était envoyé, quand même, alors, tous ces jeunes maghrébins, quelque part. Bien sûr, absolument. On a décidé d'envoyer un signal fort, si j'ose dire. Voilà, tout à fait, absolument, c'est tout à fait ça. Alors, il y a une autre affaire, pour la lier un peu, puisqu'on parle de Mitterrand, c'est l'affaire du docteur Goebbler. Alors, lui aussi, c'était le docteur de François Mitterrand, qui a caché pendant des années la maladie du président, c'est ça? Il a couvert? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Moi, je ne partage pas du tout l'analyse officielle, si vous voulez. Le docteur Goebbler, il est le médecin personnel du président Mitterrand. Il connaît la maladie de François Mitterrand. Il connaît son cancer de la prostate qui s'est métastasé aux os. Il est chargé de le soigner. Il le soigne d'ailleurs très bien, puisqu'il va vivre avec un cancer métastasé pendant 14 ans, ce qui est quand même une prouesse. Une prouesse, hein. Oui. Donc voilà, alors qu'il ne devait pas lui rester beaucoup de temps à vivre, visiblement, en fait, au début de son élection. Donc, on a affaire à quelqu'un de très compétent. Il va être écarté au profit du docteur Tarot dans des conditions peu convenables. Puisqu'on l'accuse, comment dirais-je, de rechercher un peu des médecines parallèles, etc. Bon, voilà. Ce qui d'ailleurs n'est pas exact. Ça, il me l'a bien confié. Et lorsque le président Mitterrand meurt, il publie ce livre
Le Grand Secret, bon, dans lequel il dit, voilà, j'ai fait de faux bulletins de santé. Et à partir de là, on le poursuit, on le radie, le clan Mitterrand le pourchasse dans des conditions abracadabranquesques. Oui, parce que vous le retrouvez, il est terré. Il est caché dans une congrégation religieuse. Voilà. Il me fait d'ailleurs confiance parce qu'il aurait très bien pu lui dire, finalement, je vais dire où il est, etc. Donc, il vit des moments difficiles et moi, je considère que c'était un excellent médecin et qu'il a fait preuve d'un courage exemplaire. Parce que qu'est-ce qu'un médecin qui n'aurait pas manqué, ou qui aurait plutôt manqué, au serment qu'il a prêté et à ce devoir de médecin? C'était de révéler l'état de santé de son client. C'était de dire, je ne publie pas, je refuse de signer le bulletin officiel de santé de mon client parce que je considère que ce n'est pas vrai. À partir du moment où il dit ça, il viole le secret professionnel, le secret médical. En décidant de mentir, il protégeait le secret médical et il protégeait son client. Donc c'était un mensonge qui était un mensonge indispensable. Il avait l'obligation de mentir. Et ce qu'il a fait, il l'a fait en pensant à son client. Si un client me demande de mentir, il me dit « je vous interdis de dire la vérité », voilà, vous avez quelqu'un dans le box qui a braqué une bijouterie, mais dans le dossier, il n'y a pas la preuve qu'il a braqué la bijouterie. Et par conséquent, je vais plaider la relaxe. Je suis convaincu qu'il l'a fait puisqu'il me l'a confié. Mais je vais plaider la relaxe et je vais peut-être l'obtenir. Je l'obtiendrai en sachant qu'il a bien commis les faits. Mais la preuve n'est pas rapportée, puisque ce n'est pas à moi de rapporter la preuve qu'il est innocent, c'est à partir de là de rapporter la preuve qu'il est coupable. Imaginez que je dise, c'est toi qui as fait le coup, Monsieur le Président, c'est lui qui l'a fait, il me l'a dit. Je viole le secret professionnel, je suis radié. Le docteur Gubler protège son client, ment pour le protéger, il est radié. Mais c'est une injustice, mais absolument insupportable. Je considère que c'est quelqu'un de bien, qui a vraiment toute mon admiration et qui aurait dû avoir toute l'admiration, bien évidemment, de ses confrères qui l'ont lâché. Lâché, oui, parce qu'il lâché et lynché, rayé du Conseil de l'Ordre. Il avait tout le clan Mitterrand, y compris on va dire, le clan socialiste tout contre lui, etc. Absolument. Donc c'était pas facile, quoi. Voilà, c'était pas facile. Et je crois que ce qu'il a fait était de son devoir. Et je pense que si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose. D'accord. Parce qu'il a un peu aussi... presque, j'ai envie de dire, assurer la continuité de la présidence française. Parce que si c'était mis à dire, non, le président, il a un cancer... Mais ne serait-ce que dire, ce mois-ci, il n'y aura pas de bulletin, car le docteur Gubler a refusé de le signer. Vous imaginez l'orage médiatique que ça va entraîner. Voilà. Son silence entraînait un orage médiatique. Voilà. Je ne comprends pas la réaction des juges à son égard. Vraiment, je suis très étonné de la façon dont il a été traité, ou plutôt maltraité. Ouais. C'est parce qu'il a osé, on va dire, rompre un peu le secret, mais c'était après la mort de Mitterrand. De toute façon, ça n'avait plus d'incidence réelle, en fait, en plus. C'est ça. Oui, sauf qu'on considère que le secret professionnel, il est perpétuel. D'accord. C'est-à-dire qu'il survit même après la mort. Hein. Donc on n'a pas le droit, même après la mort de quelqu'un, de révéler quoi que ce soit. De révéler quoi que ce soit. C'est vrai que c'est pas facile quand même. Alors vous, en plus, vous parlez aussi de ces juges, vous parlez de juge Alphen, de Eva Joly. Alors vous dites que, souvent, par exemple, Eva Joly, vous vous décrivez comme un personnage très froid, très... La Eva Joly que j'ai entreaperçue, parce que, voilà, quelques bribes, non pas de conversation, mais de monologue, m'a laissé la conviction que c'était une femme effectivement dénuée de tout affect, qui a traité notamment le Pligeant dans des conditions inhumaines, qui a été d'une cruauté sans nom, et qui effectivement se prenait pour le premier personnage de la France. Voilà, je crois que c'était l'époque où les juges d'instruction avaient un pouvoir exorbitant, sans aucun contrôle, quasiment sans aucun contrôle.
Voilà. Ce pouvoir de mettre en prison, de libérer selon ses convenances, où ils utilisaient la privation de liberté comme moyen d'échange pour obtenir des aveux. Tu ne veux pas parler? Eh ben, je vais te mettre en prison, et puis quand tu auras bien réfléchi et que tu accepteras de me parler, je verrai bien si je te libère. Ah, tu acceptes de parler, tu collabores, et ben, par conséquent, tu es gentil, je vais te mettre en liberté. C'était ça, à l'époque, les juges. Oui, c'était trop. Ils avaient, encore une fois, un pouvoir quasiment sans limite, puisqu'il n'y avait pas le juge des libertés de la détention, et ils avaient effectivement entre leurs mains des pouvoirs exorbitants. Alors évidemment, après, à l'époque, ils disaient qu'ils avaient des pressions du pouvoir politique, que leur carrière était menacée par les pouvoirs politiques, etc. Moi, j'ai côtoyé plus le juge Alphen que Madame Eva Joly. J'ai jamais eu le sentiment qu'il était maltraité dans des conditions telles que, voilà, j'ai le souvenir de quelqu'un d'assez désordonné, qui aurait pu obtenir des résultats bien plus brillants dans certaines affaires qu'il n'en a obtenu. J'ai pas le souvenir d'un juge Michel, si vous voulez. Voilà. Oui, le juge Michel, donc un juge qui s'est fait assassiner, il faut bien le rappeler. C'est vrai qu'aussi, justement, à l'époque, on parlait de cette dictature des juges, enfin c'était l'expression qui était reprise en chœur par le monde politique, parce que on craignait un peu ce pouvoir des juges. Mais est-ce que c'est... Vous critiquez justement, vous dites qu'il y a trop de pouvoir. Il faut quand même limiter le pouvoir des juges. Vous pensez que c'est dangereux quand quelqu'un concentre comme ça autant de pouvoir? Les juges, avec le pouvoir qu'ils avaient à l'époque, étaient effectivement des pouvoirs exorbitants, bien évidemment. Des pouvoirs exorbitants, où il n'y avait quasiment aucun contrôle. Tout à fait. Et est-ce que vous pensez qu'il serait nécessaire, dans une réforme du système judiciaire en France, de couper le lien qui existe entre la chancellerie et les procureurs? Parce que souvent, on pense que voilà, les procureurs sont aux ordres et que finalement, la fameuse séparation des pouvoirs ne s'exerce pas tant que ça dans le domaine judiciaire entre le pouvoir des procureurs et justement une chancellerie à laquelle ils doivent obéir, quoi, en fait. Vous savez, le meilleur système, à mon sens, c'est le système anglo-saxon, où vous avez la défense et la partie poursuivante qui sont sur un strict pied d'égalité. Par exemple, aux États-Unis, où les procureurs font fonction de procureurs. Ils sont à égalité avec les avocats. Ils vont chacun chercher des pièces, chacun des preuves. Oui, parce que là-bas, les avocats peuvent enquêter aux États-Unis. Voilà. Et ils ont de part et d'autre quasi les mêmes pouvoirs. Voilà. Et au milieu, il y a le juge qui arbitre et qui vérifie que les règles sont observées. C'est tout. Voilà. Et que le meilleur gagne. Alors on va dire, oui, mais c'est la règle de l'argent, parce que pour être bien défendu, il faut beaucoup d'argent, car les avocats sont très chers, et les petites gens sont effectivement laissés pour compte. Oui et non, parce que je pense qu'il y a des avocats désignés d'office qui font un très bon travail au sens pénal du terme. Mais le meilleur système, c'est le système anglo-saxon, bien évidemment. Mais on a beaucoup de mal à y venir. On a beaucoup de mal à y venir parce qu'on ne veut pas lâcher le contrôle de la poursuite. On a le sentiment que c'est l'État qui doit toujours être derrière le contrôle de la poursuite. Or, il faudrait laisser, bien évidemment, l'initiative de la poursuite à des procureurs totalement libres et indépendants qui seraient désignés, comme un avocat est désigné, voilà, je te désigne pour poursuivre, toi je te désigne pour défendre. Et aller à la pêche au renseignement, aller à la pêche aux preuves, et voilà. Parce qu'on a essayé, il y a eu des petites tentatives, non, de réforme dans ce sens-là, avec l'avocat dans la garde à vue, tout ça. Oui, mais c'est pas suffisant. L'avocat dans la garde à vue, c'est une foutaise générale, dans la mesure où l'avocat n'a pas accès au dossier. D'accord. Il n'est là que pour assister son client, il faut refaire bien, et pour donner du crédit à l'interrogatoire fait par un policier. Voilà, ce que moi je n'accepte pas. Je considère que je suis utilisé comme une marionnette et je n'accepte pas d'aller dans les gardes à vue parce que je considère que je n'ai rien à y faire et que le client qui est mis en cause, il est trompé.
il a le sentiment qu'il est assisté et défendu, il ne l'est pas, puisqu'on ne sait pas ce que le policier a dans son dossier. Voilà. Donc comme on ne sait pas ce qu'il a dans son dossier, et qu'on ne peut pas, nous, lui apporter des éléments pour conforter ou pour diminuer les charges qu'il a dans son dossier, nous ne sommes que des marionnettes, à peine autorisées à poser quelques questions à fin d'interrogatoire. Je considère que c'est une réforme qui a été menée, si vous voulez, à l'arraché comme d'habitude, c'est-à-dire que vous avez le lobby des policiers, vous avez le lobby des juges et vous avez le lobby des avocats, où chacun essaie de tirer dans les réformes tout ce qu'il peut tirer, et à la fin on a une espèce de compromis bâtard qui ne veut rien dire, c'est-à-dire qu'on sauve aux policiers ce qu'ils voulaient garder jalousement, on donne un petit quelque chose aux avocats pour dire qu'effectivement ils ont un rôle et qu'ils vont servir à quelque chose alors que c'est faux, et on pense que les juges au milieu se donnent bonne conscience en disant je vais le condamner, mais quand même il a eu toutes les possibilités de se défendre, il avait un avocat depuis qu'il a été arrêté jusqu'au bout, tout a bien fonctionné, et par conséquent, je peux dormir en paix ce soir, j'ai condamné, mais dans une procédure qui a été menée en respectant les droits de la défense. Voilà. Je considère que c'est se moquer du monde. C'est se moquer du monde. Donc c'était une réformette un petit peu, voilà, c'est comme vous dites, c'est une espèce de... Pour calmer un peu tout le monde, dire on a fait une avancée, mais voilà, en fait... il faut changer d'état d'esprit, c'est une question de culture, il faut changer de culture, il faut vraiment quasiment changer de civilisation pour pouvoir arriver à une vraie procédure à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire vraiment donc que le rôle de l'avocat soit un peu plus de pouvoir, entre guillemets, parce que, comme vous dites, l'avocat n'a pas accès au dossier. C'est-à-dire, en fait, en gros, voilà, vous êtes accusé, ils font ce qu'ils veulent, et voilà, et vous ne savez pas vraiment, en fait, ce qu'il y a dans le dossier. Quoi. Vous le savez, quoi, le jour du procès, c'est ça Non, avant, mais si vous voulez, au moment de la garde à vue, vous n'avez pas accès au dossier. Vous n'avez pas accès au dossier. Ce qui n'est pas le cas, donc, vous dites, dans les pays anglo-saxons, où là, l'avocat doit tout savoir, on doit tout lui dire. Absolument. Ça paraît presque logique, j'ai envie de dire, mais bon, c'est assez étonnant. Il a fallu quasiment 200 ans pour pouvoir arriver à avoir aujourd'hui quelques balbutiements quant à la présence de l'avocat, mais qui n'a pas été facile. D'accord. Parce que bon, ça veut dire qu'il y a des grandes réformes judiciaires à mener, encore en France. Alors on va faire une petite pause, et on n'y aura qu'une pause, je préfère vous le dire d'avance, parce que certainement il y en a qui se sont questionnés, donc on fait une petite pause, et puis on revient juste après, et évidemment, j'imagine qu'il y a déjà tout un tas de questions, donc on répondra évidemment aussi aux questions du public. La régie, elle est prête, la régie, elle est prête, c'est évident, donc on revient tout de suite après, toujours avec Maître Ludo, pour cette entrevue passionnante sur la justice. Je vous remercie, à tout de suite.